pam, pam, pam. Pam, padam, pam, padam, pam, padam. Ce soir, c'est le stream patriotique. Même si, bon, plus patriote que moi, en vérité, il y a largement. Mais qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Très content de vivre en France et d'être français. Donc ce soir, on va apprendre des choses sur les modes de scrutin et on va... Enfin, j'en ai recodé quelques-uns et peut-être qu'on en recodera un en plus qui est le jeu, qui est le vote majoritaire, mais il y en a déjà 4 à regarder un petit peu comment on a fait. Et puis surtout, on va, comme d'hab, regarder les bienfaits, les tenants et les aboutissants des modes de scrutin, surtout de celui qu'on utilise, hein, le uninominal à 2 tours, qui est vraiment nul à chier. Et du coup, ben, on va aller pour cela s'abreuver de 2 petites vidéos qui sont superbes, celle de Monsieur Phi et celle de Science Étonnante qui sont au poil, sur lesquelles je me suis basé donc pour coder ce que j'ai là. Et il y a pas mal de documentation en ligne hein, pour tout ça. Il y a déjà eu des gens qui ont recodé plein de méthodes de vote. Voilà, ce soir c'est plus une introduction, c'est plus pour s'amuser et puis voir à quel point bah on n'est pas gâté. On n'est pas gâté, on va pas se mentir. En France, on a la chance de vivre en démocratie, et on est évidemment une très grande majorité à penser qu'il s'agit du meilleur des systèmes politiques. Une des choses qu'implique la démocratie, c'est que le peuple a le pouvoir de choisir ceux qu'il gouverne. Très bien. Mais la manière qu'on a de les choisir, c'est-à-dire notre système de vote, est-ce qu'on est sûr qu'il est le meilleur? Eh ben non, pas vraiment. Il est même assez mauvais, et en fait, on pourrait faire beaucoup mieux. En France, sous la Ve République, l'élection reine, c'est évidemment l'élection présidentielle. Et elle se déroule dans ce qu'on appelle un scrutin uninominal à 2 tours. Alors uninominal, ça veut dire qu'on ne vote que pour une seule personne. Au premier tour, on a plein de candidats et on garde les 2 meilleurs pour les départager au deuxième tour. Ça paraît simple comme système, au point qu'on voit pas très bien comment on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Et pourtant, on sait que ce système de vote, il produit des dysfonctionnements. L'exemple typique, c'est évidemment l'élection présidentielle de 2002. Alors petit rappel pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas nés, le 21 avril 2002, au premier tour, Jacques Chirac, qui était le président sortant, arrive en tête avec 19,9% des voix. Et à la surprise générale, c'est Jean-Marie Le Pen qui termine deuxième avec 16,9%, juste devant Lionel Jospin à 16,2%. Et on a donc un second tour Chirac-Le Pen, et Chirac l'emporte largement. Ce qu'il y a de bizarre dans le déroulement de cette élection, c'est que Lionel Jospin se trouve éliminé de peu, alors que les sondages de l'époque montraient que s'il avait été au deuxième tour, il aurait peut-être gagné aussi bien face à Le Pen que face à Chirac. Alors à l'époque, on avait attribué l'élimination de Lionel Jospin à la présence d'autres petites candidatures à gauche. Il y avait notamment Jean-Pierre Chevènement qui avait fait 5,3% et Christiane Taubira qui avait fait 2,3%. On avait déjà vu plus ou moins la même chose dans l'élection précédente, celle de 1995. Édouard Balladur, qui était archi-favori quelques semaines avant le scrutin, s'est fait sortir de peu du premier tour. Et on pense que si Philippe de Villiers, qui avait fait 4,7%, s'était pas présenté, c'est peut-être Balladur qui aurait été au deuxième tour à la place de Chirac. Et oui, ce n'est pas qu'une tradition de gauche de présenter 1 milliard de petites candidatures histoire de se saborder. C'est une tradition républicaine bien répandue de partout. Mais la gauche est très forte là-dedans. La gauche est très forte là-dedans. Le problème dans ces élections, c'est évidemment pas ce qu'on pense de Jospin, Le Pen ou Balladur, non. C'est le fait qu'à chaque fois, on a un candidat qui a une chance réelle de l'emporter et qui se trouve mis hors course à cause de la présence d'un petit candidat proche de son camp qui lui n'a aucune chance d'aller au bout. C'est quand même vraiment bizarre comme situation. Tenez, supposez qu'on ait ça en sport. Imaginez qu'à la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, ça se joue entre 2-3 grands favoris, et que les petits candidats, ceux qui n'ont aucune chance de remporter la médaille, aient le droit de retenir les favoris par le short. Et que finalement, celui qui gagne la course soit pas forcément celui qui court le plus vite, mais celui qui aura réussi à se faire le moins retenir par le short. On trouverait ça complètement stupide, antisportif, absurde, injuste. Et pourtant, c'est exactement ça qui se passe à l'élection présidentielle. L'issue du scrutin est influencée de manière décisive par la présence ou l'absence de certains petits candidats. Et on trouve ça juste. Alors qu'on parle d'un truc qui est quand même autrement plus important que la finale du 100 mètres, c'est quand même juste l'avenir du pays. Mais bon, on s'est habitué à vivre avec cette bizarrerie démocratique au point qu'on la trouverait presque normale. Et pour la compenser, on a inventé un truc qui s'appelle le vote utile. Le principe du vote utile, c'est de se forcer à ne pas voter pour le candidat qu'on préfère, celui qu'on souhaiterait sincèrement voir élu, mais à voter pour un candidat qu'on aime moins, mais qui est mieux placé. En plus, à côté du vote utile, il y a l'inverse, c'est le vote protestataire, qui consiste justement à voter pour quelqu'un que, dans le fond, on souhaiterait pas franchement voir élu. Bon, donc au final, on est en démocratie, c'est super, on peut choisir nos dirigeants, très bien, mais la méthode par laquelle on les choisit est complètement buggée.
C'est quand même un peu dommage, non? Est-ce qu'on pourrait pas trouver une manière différente d'élire le président ou la présidente qui évite tous ces problèmes? Un mode de scrutin qui soit plus efficace, plus robuste, plus représentatif? Eh bien, figurez-vous que cette question, elle a été étudiée par des politologues et des mathématiciens, et qu'on peut l'aborder sous l'angle de la science. Ce qui ne va pas dans le système actuel, on l'a vu, c'est que le score de candidats mineurs, qui n'ont aucune chance de l'emporter, peut décider de qui passe au second tour, et donc du vainqueur potentiel. Alors petite parenthèse, cette situation elle n'est pas spécifique à la France. Aux États-Unis c'est même encore pire, puisqu'il n'y a qu'un tour de scrutin. Alors leur tradition politique est faite pour que normalement il n'y ait que 2 candidats, mais bon, dès que c'est pas le cas, c'est le bordel. En 1992, George Bush, le père, se représentait contre Bill Clinton. Et normalement, Bush aurait dû l'emporter. Sauf qu'il y a eu un 3e candidat, Ross Perot, un indépendant plutôt à droite, qui avait fait presque 20%, et donc avait pris une partie des voix de Bush, et c'est Bill Clinton qui avait gagné. Pour éviter ce genre de situation, que ce soit en France ou aux États-Unis, une solution, ça serait peut-être de faire plus de tours de scrutin. Dans sa forme extrême, on pourrait même imaginer qu'on élimine un seul candidat à chaque tour, et on fait autant de tours que nécessaire pour désigner un vainqueur. Si on faisait comme ça, chacun serait libre de voter pour un petit candidat dans les premiers tours si c'est vraiment sa conviction, sans que ce soit ça qui ait une influence déterminante sur le scrutin. Alors là, vous allez me dire, ce système est quand même un peu compliqué. À la dernière élection présidentielle, il y avait 10 candidats, donc on aurait dû faire 9 tours de scrutin. Et donc on aurait mis plusieurs mois à élire le président. Eh ben non, en fait on n'a pas besoin de faire autant de tours de scrutin. Il existe une solution pour régler le problème en un seul tour. L'idée, c'est de demander aux électeurs non plus de mettre un seul bulletin dans l'urne, mais de classer tous les candidats par ordre de préférence. Avec ça, on peut déterminer le résultat de tous les tours de scrutin les uns après les autres. Alors voici comment on fait. Pour simuler le premier tour, on regarde seulement le premier choix de chaque électeur. On calcule le pourcentage des votes que chaque candidat a obtenu, et on regarde qui est arrivé dernier. Ce dernier, on l'élimine, c'est-à-dire qu'on le retire du classement de chacun des électeurs. Pour simuler le deuxième tour, on prend à nouveau le premier choix de chaque électeur. Sauf pour ceux qui avaient classé premier le candidat qui vient d'être éliminé. Pour cela, on se reporte sur leur deuxième choix. On calcule à nouveau les pourcentages obtenus par chaque candidat, on trouve le dernier et on l'élimine. Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 candidats et qu'on puisse désigner un vainqueur. Cette méthode de scrutin, elle existe vraiment, on l'appelle le vote alternatif. Et elle est utilisée notamment pour élire la Chambre des représentants en Australie. Damned, j'avais oublié de cut le... oui, désolé. On reprend donc. Je vous ai dit, j'ai recodé donc les différentes méthodes de vote en fait que l'on va voir, pas toutes dedans, mais la méthode alternative en fait partie. Normalement là vous m'entendez, je vois que j'ai dû faire un double clic sans faire exprès. Donc je suis en train donc de vous dire que je vais vous redonner donc le lien vers la branche que j'ai committée, qui est là donc. Boum, au cas où vous voudriez jouer vous-même avec le code pendant que je vous montre. Alors, si on reprend donc ce truc-là, normalement, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire un git clone du dépôt, de faire un npm install, et ensuite faire un npm run start. npm run start. Boum. Voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes de vote. Ces méthodes de vote, en fait, elles sont gérées par une factory. Donc, on a déjà vu dans d'autres lives le pattern factory, mais si je dois le reprendre, c'est pas bien méchant. On le reprendra, il suffira de me le dire dans le chat et puis c'est bon.
Donc je disais, il y a plusieurs méthodes de vote, donc il y en a une qui est abstraite, qui offre plein de méthodes utilitaires, dont tous les autres dérivent. Donc ici, il y a le vote alternatif, ici il y a la méthode de Borda, ici il y a la méthode de Condorcet, et ici il y a le uninominal à 2 tours. Pour ça, UTT, uninominal, two tours. Voilà, parce que j'avais pas d'idée, j'aurais pu l'appeler classique, mais classique ça veut rien dire, puisque de toute façon, c'est un classique français. Donc du coup ici, prenons le cas justement de l'UTT, tiens, prenons le cas de l'UTT. Cet UTT, donc le uninominal à 2 tours, qui est notre mode de scrutin, qui est nul à chier, répétons-le, prenons-le, en fait, alors il y a pas mal de candidats, hein, je me suis fait chier à prendre des sprites en fait pour pas mal de candidats, ce sont les candidats de la présidentielle de 2022. Donc ici, alors vous remarquerez que, bon, à part pour Zemmour, parce que c'est pas si facile que ça de trouver des photos de lui où il a l'air un peu con, même si il en a pas forcément besoin pour avoir l'air con, mais voilà. Oh, attention, le stream engagé. Ensuite, j'ai essayé de prendre des photos un peu nulles pour chacun, tout simplement parce que le but, c'est pas de faire la promo de l'un ou de l'autre, hein. Le but, c'est surtout de pouvoir avoir un petit visuel quand on a. Donc là, on a Hidalgo, on a Jadot, Le Pen, Macron, Mélenchon, Dupont-Aignan, Pécresse, Roussel et Zemmour. Donc ce sont les 10 candidats de la présidentielle de 2022. On va donc pouvoir jouer avec. Donc ici, ils sont packagés dans une texture. Toujours pareil hein, que la semaine dernière, il y a donc un petit outil qui permet de packager ça, qui est en ligne de commande. Je vous l'avais présenté la semaine dernière, la semaine encore avant, etc. Et donc du coup, tiens, d'ailleurs, il y a le Game of Life qui reste là. Tiens, hop, on va pouvoir le dégager, celui-là. Rien à faire sur cette branche. Donc, on a donc un fichier, data.json ici, qui permet donc de référencer donc des candidats. Ici, je n'en ai mis que 3. Donc, le picture ici, c'est Mélenchon, parce que il fait référence au mélenchon.png, et surtout au Mélenchon qui se trouve là, l'ID, là, par exemple, vous voyez, ici, on a l'ID Hidalgo qui pointe vers hidalgo.png. Donc voilà, donc ici, c'est le nom de la texture. On a donc un score de base. Est-ce que le candidat est encore vivant ? À ce stade du vote, hein, bien sûr, hein, on ne se propose pas de supprimer physiquement des personnes. Bon, chacun ses fantasmes, hein, si ça vous éclate, allez-y. Mais bon, dans votre tête, hein, dans votre tête. Ne faites pas de dinguerie. Voilà. Et donc, du coup, on a donc une liste de votes qui pour l'instant est vide. On peut mettre des votes en plus ici, donc des votes de base, mais ici on a un système que j'ai mis là, qui est quand même plus simple, qui sont des générateurs de votes. Donc ici, on a un nombre de votes qu'on souhaite générer, avec un pattern, qui va donc générer des choix que l'on va avoir. Il faut savoir donc que ces choix couvrent plusieurs méthodes de vote, notamment des méthodes de vote où l'on peut faire plusieurs choix. Donc ici, par exemple, vous avez une méthode de vote à plusieurs choix. Vous avez là donc la possibilité de voter pour les 3 candidats. Par exemple, ici, on a le candidat représenté donc par l'identifiant numéro 1, Mélenchon donc, auquel on donne la note de 3. Le candidat numéro 2, Emmanuel Macron, lui donne la note de 2. Ensuite, le candidat numéro 3, Marine Le Pen, on lui donne la note de 1. Et on fait en fait, on fait en sorte de générer des votes comme ça. Le système qui est codé derrière va le prendre en charge ici. Donc ici, il y a une méthode generate votes qui permet en fait tout simplement de générer les votes en question. Et une fois que ces votes sont générés, en fait, on fait en sorte de créer donc la méthode de vote, de lui envoyer donc la configuration, donc avec tous les votes qui ont été générés, etc. Et enfin, à chaque fois que l'on va cliquer, alors moi je l'ai mis au clic parce que j'avais la flemme de faire autrement, mais en gros, quand on... Là, vous voyez ici, on a un mouse handler. Alors ce mouse handler, en fait, il est là en réponse à ce subscribe ici sur le stage qui gère en fait le canvas. Et donc en gros, quand on a un mouse control down, eh bien en fait ici, on fait en sorte de prendre donc la méthode de vote qui a été sélectionnée, donc qui a été construite par la factory. On compute, c'est-à-dire on fait un tour de vote, et ensuite on update la vue. Alors la vue, elle est assez simple. En gros, vous avez des candidats, d'accord? Donc ici, on a Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. On a, pour des besoins de debug, tous les votes qui ont été générés ici. Vous n'êtes pas obligé de les avoir, hein. C'est juste que moi, je les avais mis là. C'est dans la méthode generate votes. Elle est là, vous pouvez gommer ce console log si vous en avez envie. Et du coup, derrière...
Voilà ce qui se passe. Donc ici, le mode de scrutin qui a été choisi, vous pouvez le changer ici, donc c'est UTT. UTT, c'est uninominal à 2 tours. On a respectivement, alors là c'est un cas très spécial, parce que j'étais en train de tester un truc avec la méthode de Borda et de Condorcet. On a donc 33 votes qui placent Mélenchon en tête par rapport aux deux autres, 33 votes qui placent Macron en tête par rapport aux deux autres, et 33 votes qui placent Le Pen en tête par rapport aux deux autres. Quand on clique, là, vous voyez, on choisit. C'est juste les deux premiers qui arrivent. En vérité, ici, ce cas est très spécial. Normalement, personne n'aurait gagné. Mais prenons par exemple un vrai cas. Disons par exemple que l'on a 34, 32 et 34. Quelque chose qui ressemblerait plus à une situation, entre guillemets, réelle. On a donc Mélenchon et Le Pen, qui obtiennent chacun 34 votes. D'accord? Et ensuite, Macron, qui est éliminé. Donc, ce sont, comme dans la vraie vie, les gens qui vont voter Macron, qui vont décider si oui ou non, Mélenchon ou Le Pen est élu président ou présidente de la République. Et donc, du coup, c'est assez crucial. Là, ici, on peut regarder, par exemple, donc on voit donc les gens qui préféraient Macron sont là, mais qui classent-ils en deuxième, ces gens-là? Eh bien, ils classent Le Pen. Apparemment, là, dans mon cas précis, moi, c'était Le Pen. Donc, ils classent Le Pen. Donc, normalement, Le Pen devrait gagner. Ça, c'est le scrutin uninominal à 2 tours. C'est pas forcément la meilleure méthode, et vous allez voir pourquoi. Il y a également donc d'autres méthodes. Donc, ici, il y a Borda. Hop, donc c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. On va générer plein de cas particuliers ce soir. Hein. Donc ici, voilà, on relance. Donc là, ici, Borda, qui est une méthode de vote que l'on verra plus tard, mais qui en fait donne des points, tout simplement. Et là, ici, on peut voir donc du coup que c'est Mélenchon qui l'emporte avec cette méthode de vote. Donc c'est assez bizarre finalement. Parce que finalement, on se retrouve avec des méthodes de vote qui peuvent être différentes et donner en fait des résultats très différents. Donc ici, suivant la méthode de vote, donc ici c'est la méthode de vote de Borda, donc ici après ça sera la méthode de vote donc de Condorcet. Condorcet finalement qui donne Marine Le Pen également vainqueur. Mais ce qui est intéressant également, ce sera de voir en fait, donc de générer des situations totalement aléatoires. En fait, donc ici on pourra en générer plein, et de voir en fait avec plus de candidats ce que ça donnerait, et donc du coup je vous invite donc à tester le truc par vous-même. On va donc aller regarder plein de petites choses ce soir, d'accord? Tout en suivant le fil rouge de la vidéo. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez dans le chat, et puis on essaiera de voir ça ensemble. Je crois d'ailleurs qu'il y a un petit problème sur ma méthode de vote alternative après avoir revu le bout de la vidéo, on va voir ça tout de suite. Hop. Australie pour élire le président irlandais et dans certaines municipalités américaines. Alors la supériorité de cette méthode par rapport à notre scrutin à 2 tours, c'est qu'elle nous permet de bien mieux exprimer nos opinions. Le problème du scrutin uninominal, c'est que quand on vote pour quelqu'un, on ne dit absolument rien de ce qu'on pense de tous les autres. C'est-à-dire qu'on réduit toute la complexité de nos opinions sur les candidats au choix d'un seul nom. Alors qu'avec le vote alternatif, on peut exprimer de manière beaucoup plus riche nos préférences puisqu'on classe tous les candidats. Alors, est-ce que c'est la méthode de scrutin parfaite, ce vote alternatif? Eh ben non, pas vraiment en fait. Bon déjà, pour les lecteurs, elle n'est pas super simple. Hein. En général, on sait les candidats qu'on aime ou qu'on déteste, mais arriver à classer tous les candidats quand il y en a 10 ou 12, c'est pas toujours évident. Et puis, cette méthode de scrutin, elle permet de traiter les cas où il y a plein de petits candidats comme en France, mais dès qu'on se retrouve arrivé à l'avant-dernier tour, il n'y a plus que 3 candidats, et on se retrouve dans la situation habituelle, celle d'un scrutin à 2 tours. Et on va voir qu'avec 3 candidats et 2 tours, il peut déjà se passer des choses absurdes. Alors, imaginons qu'on n'ait plus que 2 tours, que ça soit du vote alternatif ou bien un scrutin classique à 2 tours comme on le fait aujourd'hui. Supposons qu'on ait 3 candidats, François, Nicolas et Marine. Alors oui, je fais exprès de prendre des personnes réelles pour que vous puissiez mieux visualiser les choses. Mais ce que je vais illustrer est tout à fait général, c'est lié aux mathématiques du vote, et donc c'est pas dépendant de ces personnes-là ou des camps qu'elles représentent. Supposons que 34% de l'électorat choisissent de classer François devant Nicolas et Nicolas devant Marine, que 32% des gens préfèrent Nicolas à François et François à Marine, et que 34% des gens préfèrent Marine à Nicolas et Nicolas à François. Ok, alors ça on va pouvoir le faire nous-mêmes. Donc, pour les besoins du truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire en sorte d'associer François Hollande à Mélenchon, même si ce dernier ne serait pas d'accord avec ça, j'imagine. On va associer Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on va l'associer à elle-même, parce que j'ai pas ces deux-là, en fait. Hein. J'ai pas ces deux-là dans ma base. Je pourrais les ajouter, ça pourrait être une solution. En vérité, attendez, on va aller chercher François Hollande. François Hollande, ça nous permettra ça nous fait une petite pause, entre guillemets. Donc, François Hollande, bon, on va mettre une grimace, parce qu'on avait dit qu'on prenait des... Tiens, voilà, elle est parfaite, celle-là. Voilà, ça, c'est parfait. Allez, François, donc on va l'appeler Hollande, et on a dit Sarkozy, grimace aussi. Alors, il va falloir un petit peu les retailler, parce qu'elles respectent tous... Oh, bah, elle est parfaite, celle-là aussi, ça, c'est... Ah, celle-ci ou... Ouah, celle-ci est géniale. Allez, hop. Emballé, c'est pesé. On a le droit de se moquer d'eux. Après tout, ils se moquent bien de nous. Donc, on a le droit. On va juste faire bien attention sur le fait que... Alors, attendez, parce que ça, c'est pas ça, ça, c'est ça... Hop, on va aller regarder la taille des sprites de base, parce que la taille des sprites de base, ça me permet donc 301 par 210, 301 de largeur par 210 de hauteur. Eh bien, faisons ça, on va prendre GIMP, hop, on y va, GIMP, hop. Donc vous voyez, c'est un petit stream où on va s'amuser à expérimenter des choses. Bon, j'ai déjà bien préparé le truc, hein, parce que comme ça vous permet d'être tranquille. Donc là, bah, on va prendre la bobine de notre ami Nicolas. Comment je fais? Attendez 2 secondes. On a dit que c'était 301. 301 310. 301 ou 310? 301 par 210. Voilà. Donc, on va faire image, taille du canvas, transformer donc taille du canvas. On a dit donc qu'on va 301 par 210. On a dit qu'il... Alors, attendez, on va peut-être la redimensionner parce qu'en fait, elle est quand même... image, redimensionner... Échelle et taille de l'image, parfait. Donc, 301 par 334. Ouais, mais non, ce que je veux, c'est au minimum... Je veux juste avoir sa tête, moi, Nicolas, en vérité. Hein. Le reste, ça m'intéresse moyennement, on va dire. Taille du canvas, du coup, là, sa tête doit faire à peu près la taille qui m'intéresse. Hop. Et donc, du coup, ce que je veux... Ah, sa tête est encore trop grosse. Bah alors, Nicolas, une grosse tête? Bah, c'est pas grave, échelle et taille de l'image, bah, on va prendre, je sais pas, moi, t'as qu'à dire qu'il fait 600. Boum. Voilà, image, donc transformer, hop, taille du canvas, toujours. 301 par 210, voilà, ça va être parfait. Voilà. Redimensionner. Boum. Notre ami Nicolas, on va l'exporter sous, on va faire un PNG de sa tête. Et ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a déjà retaillé, on va prendre notre ami Hollande et on va lui infliger le même traitement. Ah bah parfait, il est déjà aux bonnes dimensions, notre ami Hollande. Et ben c'est parfait, on a nos deux images. Boum. Je prends donc Hollande.png, Sarkozy.png, on va aller les mettre là-dedans. Grâce à ma routine qui est intégrée directement dans mon package.json, on voit bien que du coup, lorsque je fais un npm run start, on repack les textures, on build et on serve. Donc du coup, j'ai pas à me soucier de l'intégrer dans le truc. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire que ici, c'est François Hollande. Sure, c'est Hollande. On a dit donc Nicolas Sarkozy, et donc Sarkozy. Et du coup, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va donc prendre de l'uninominal à 2 tours, et on va copier les données que on avait dit. Donc, il y a 34% de gens qui font Hollande, Sarko, Le Pen.
Donc, Hollande, 1. Sarko, 2. Et 3, 3. OK. Ensuite, il y a 32% des gens qui font Sarko, Hollande, Le Pen. Donc, Sarko, Hollande, donc ici 1, et Le Pen. Parfait. Et il y a donc 33% des gens, 34% des gens, qui font Le Pen, Sarko, Hollande. Donc, Le Pen, Sarko, Sarko, et Hollande. Parfait. Donc, on va recompiler pour être sûr et certain qu'on a bien nos images qui ont été repackagées dedans. D'ailleurs, du coup, est-ce que ça va donner un... Ouais, voilà, ils sont bien là. Excellent. J'adore. C'est magique. C'est magique. Donc, du coup, on y va. Attendez, je vais me redresser un peu parce que j'ai l'air d'un nain. Même si je suis pas bien de base, je ne touche quand même pas le sol. Voilà. Ah, c'est pas comme on dit. Ok. Alors, on y va. Faisons ça. Donc, François Hollande, ici, va donc faire des bagarres avec Sarkozy et Le Pen. Donc, on a dit 34, 32, 34. Voyons voir un petit peu ce que ça donne ici. C'est une situation simplifiée, mais c'est relativement crédible, non? Simulons le premier tour. Chacun vote pour son candidat préféré. François fait 34%, Marine aussi, et Nicolas seulement 32%. Donc, il est éliminé. Simulons maintenant le deuxième tour. Ceux qui Nicolas éliminé, comme c'est prévu, 34, 34, 32. avaient voté pour Nicolas au premier tour se reportent sur François. Donc François fait 66% et Marine 34%. Et donc François est largement élu. Ok, maintenant imaginons que les choses ne se soient pas passées comme ça. Imaginons que François ait fait une campagne plus efficace et qu'il ait réussi à prendre 3% de l'électorat à Marine. On aura donc les pourcentages suivants pour les différents classements, hein. François, Nicolas, Marine 37%. Nicolas, François, Marine, toujours 32%, et Marine, Nicolas, François, 31%. Alors on simule le premier tour, François fait 37%, Nicolas 32% et Marine 31%. Donc c'est Marine qui est éliminée au premier tour. Et si on simule le deuxième tour, eh ben cette fois on a Nicolas 63% et François 37%. Vous la sentez, la douille? François a fait une meilleure campagne, et pourtant, cette fois-ci, il perd l'élection. Alors que s'il avait fait une plus mauvaise campagne, il se serait donc retrouvé face à Le Pen, contre qui il aurait gagné. Et là, vous voyez, c'est Sarko qui gagne. C'est bizarre, hein? Ça prouve bien que notre mode de scrutin, en fait, il est quand même fichtrement tordu. Parce que finalement, il implique le fait que l'on doit probablement, même parfois, renforcer l'adversaire. C'est stupide, hein? Alors que normalement, on est censé faire la course à l'adhésion pleine et entière. On est censé se renforcer un petit peu, le plus possible en tout cas. Et là, on voit bien que dans ce mode-là, c'est pas forcément qu'un cas particulier. On en a vu plein tout à l'heure. L'exemple Chirac-Le Pen en était un très très bon. Jospin aurait pu l'emporter face à n'importe lequel des deux. Et donc du coup, Jospin n'était pas assez fort, à 0,7% près, pour évincer Le Pen. Et du coup, peut-être même qu'il l'aurait emporté face à un Chirac. C'est bizarre, hein? Ça prouve bien que vraiment notre mode de scrutin, il est pas fou. Parce qu'en fait, comme l'a expliqué David tout à l'heure, lorsqu'on vote pour une personne à la fois, on ne dit pas ce que l'on pense de toutes les autres. Et c'est un peu ça le problème, parce que finalement, c'est un petit peu du all-in, en fait, ce que l'on fait. Ce que l'on fait, c'est de dire, je mets tout sur machin. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est un secret pour personne, je suis plutôt de gauche. Mais du coup, lorsqu'il y a un vote qui arrive, j'analyse le truc, et je me dis, quel candidat de gauche a le plus de chances de passer les législatives, les présidentielles, etc. Bref, quelle candidature est utile?
C'est un réflexe à la con. Normalement, on ne devrait jamais avoir ce réflexe-là. Il devrait y avoir que des votes de conviction. Le problème, c'est que les votes de conviction, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, comme David l'a expliqué tout à l'heure, ça revient un peu à tirer les candidats qui ont une vraie chance de l'emporter par le short. Et c'est stupide. C'est stupide. Mais ça, c'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne, c'est celle du mode de scrutin. Le mode de scrutin ne permet pas de représenter, en fait, toutes les nuances que vous voulez exprimer par le biais de votre vote. Ou même de votre non-vote. Hein. Le non-vote n'est pas comptabilisé techniquement comme ça. Aujourd'hui, une voix blanche, c'est une voix qui ne sert à rien concrètement. Elle est là, elle est comptabilisée, c'est pour la gloire, mais elle n'appartient à personne, et de fait, elle appartient à tout le monde. Donc du coup, ce n'est pas un mode de scrutin qui est satisfaisant. Ne serait-ce que parce que si le vote blanc a été reconnu comme majoritaire, il y a des modes de scrutin où on recommence. Juste parce qu'il y a trop de votes blancs. Parce que ça dénote une crise de la représentativité. Ce qui est le cas, hein, on vit dans une crise de la représentativité immense. Hein. Il n'y a pas qu'en France, hein, partout à peu près. Hein, dans les vieilles démocraties comme la nôtre, il y a une crise de la représentativité qui est énorme. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'adapte pas. On n'adapte pas. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'adapte pas. Déjà parce que c'est pas forcément intéressant pour les gens qui aujourd'hui ont une vraie chance de l'emporter avec ce mode de scrutin-là, parce qu'ils ont ciblé toute leur stratégie dessus. Et là, je parle de gauche, de droite comme du centre, hein, ça ne change absolument rien. Pas sûr qu'un Mélenchon, par exemple, aurait fait un aussi gros score si le vote utile n'avait pas marché à fond pour lui. Je dis ça et en même temps j'ai voté pour lui, hein, donc voilà. Mais clairement, le vote utile, ça marche à plein, à toute berzingue pour absolument tout le monde. Macron, c'est aussi, entre guillemets, un vote utile, dans un sens. C'est un vote un petit peu de gens qui ne se reconnaissent pas dans la gauche qu'aujourd'hui qualifie d'extrême, et qui ne se reconnaissent pas non plus à la droite qu'il qualifie d'extrême. Donc du coup, hop, ça tombe dans l'escarcelle de Macron. Et ensuite, il y a également tous les votes de droite qui sont de fait ramenés à Marine Le Pen, parce que c'est elle qui a la plus grosse chance de l'emporter de son côté. Même les gens qui votent LR, hein, finalement, ils hésitent assez facilement entre Le Pen et Macron. De fait que, parce que de droite, Macron n'a que l'économie. Les valeurs sociétales, il n'a ni celle de gauche ni celle de droite. C'est une valeur d'extrême centre, c'est comme ça, c'est libéralisme à fond les bananes et puis terminé. Mais en soi, du coup, c'est aussi ça qui fait jouer le vote utile en faveur de Marine Le Pen. Donc voilà. Ça fait un peu vampirisé par Zemmour, mais ça ne lui a pas coûté grand-chose, ça lui a pas coûté le deuxième tour, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'était le petit moment analyse politique, et surtout montrer en fait que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc voilà, ce mode de scrutin qui est le nôtre, quand on fait une meilleure campagne, on peut la perdre. Alors que si on fait une campagne un peu plus bif-bof, on se retrouve à gagner. Bienvenue en démocratie. On va donc poursuivre. Vous voyez le paradoxe? Dans la première situation, François est élu, mais s'il récupère plus d'électeurs, il peut se retrouver perdant. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe d'Arrow. Que ce soit dans un scrutin classique à 2 tours ou dans le vote alternatif, en progressant dans l'opinion, on peut se retrouver à descendre dans le classement. C'est quand même absurde. Outre le fait que c'est totalement incohérent comme situation, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle du vote stratégique. Ici, les partisans d'un candidat, François, auraient intérêt à ne pas voter pour lui au premier tour et à voter pour Marine pour lui faciliter le deuxième tour. Le vote stratégique, c'est quand on ne vote pas selon ses convictions, mais qu'on exploite les failles du système pour aider son candidat. Allez, autre paradoxe du système classique. Imaginons 3 candidats, Ségolène, Nicolas et François. Je continue de prendre des cas réels, alors notez quand même que c'est pas le même François. Hein. Alors imaginons que l'opinion les classe de la manière suivante. 40% des électeurs préfèrent Nicolas à François et François à Ségolène. Pour faire simple, hein, vous pouvez les appeler les électeurs de droite. 40% préfèrent Ségolène à François et François à Nicolas, les électeurs de gauche. 10% préfèrent François à Nicolas et Nicolas à Ségolène, on peut les appeler centre droit. Et 10% préfèrent François à Ségolène et Ségolène à Nicolas, les centres gauche. Alors allons-y, simulons le premier tour, hein, on prend le premier choix de chaque électeur. Nicolas et Ségolène font 40%, François ne fait que 20% et se retrouve éliminé. Et le deuxième tour va se jouer entre Nicolas et Ségolène. Et pourtant, si on faisait un duel François-Nicolas, eh ben François gagnerait 60-40. Et si on faisait un duel François-Ségolène, eh ben il gagnerait aussi.
voyez, c'est typiquement le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose qui est arrivée à Jospin, finalement. Jospin aurait pu l'emporter aussi bien face à Le Pen que face à Chirac. Mais il n'a pas passé le deuxième tour. Il n'a pas passé le deuxième tour parce qu'il s'est fait retenir par le short. Là, ici, c'est une configuration un peu particulière au niveau au niveau des votes. Mais en soi, en fait, c'est juste que soit donc Bayrou, ici, n'est pas assez, comment dire, bien placé dans les top listes pour figurer, en fait, au deuxième tour. Alors que, de fait, il y a plus de gens qui le préféreraient à une autre alternative que celle qui est proposée au deuxième tour. C'est paradoxal. Et pourtant, c'est ce qu'on a grâce à notre méthode de scrutin. Donc ici, bien entendu, vous pourrez le reproduire, je vais avancer un peu dans la vidéo. Donc François serait capable de battre chacun des finalistes, mais il n'arrive pas à aller en finale. Encore une fois, si on fait la comparaison avec le sport, c'est quand même un peu bizarre. Alors cet exemple, il n'est pas totalement fictif. À l'élection présidentielle de 2007, il y avait 12 candidats, et les sondages de l'époque prédisaient que François Bayrou aurait battu en duel n'importe lequel des 11 autres candidats. Sauf qu'il n'a pas réussi à aller au deuxième tour. Cette situation, elle date pas d'hier, elle avait déjà été remarquée en 1785 par le marquis de Condorcet, un philosophe et mathématicien qui a été le premier à s'intéresser au système de vote de manière scientifique. Et sur la base de cette constatation, Condorcet avait proposé une méthode de vote qui porte son nom, la méthode de Condorcet. On organise des duels entre tous les candidats, des duels électoraux, s'entend, et on garde celui qui réussit à battre tous les autres. Ça paraît super, sauf que Condorcet avait remarqué qu'il y a des situations où ça marche pas. Il existe des cas où aucun candidat ne peut être en capacité de battre tous les autres. Et ça crée des choses vraiment bizarres. Allez, imaginez qu'on ait 3 candidats. Alors on va changer un peu, on va les appeler A, B et C. Supposez qu'un tiers de l'opinion préfère A à B et B à C. Un tiers préfère B à C et C à A, et le dernier tiers C à A et A à B. Si on fait un duel A contre B, donc on enlève C, A gagne. Si on fait un duel B contre C, c'est B qui gagne, mais dans un duel A contre C, c'est C qui gagne. C'est-à-dire qu'aucun des 3 candidats ne peut gagner ces 2 duels. C'est quand même bizarre. On appelle ça le paradoxe de Condorcet. Ce qui est étonnant, c'est que imaginez que A ait été élu par n'importe quelle méthode de scrutin. Dès le soir de son élection, si on faisait un référendum, il y aurait les 2 tiers de la population qui seraient d'accord pour le remplacer immédiatement par C. Oui, puisque C bat A dans l'opinion. Mais si on fait ça, les 2 tiers de la population seraient tout de suite d'accord pour destituer C au profit de B, puisque B bat C dans l'opinion. Sauf que si c'est B le président, les 2 tiers de la population seraient d'accord pour revenir à A. Bon, donc faut trouver autre chose. Un contemporain de Condorcet avec qui il avait pas mal discuté, le marquis de Borda, avait proposé une variante. Comme dans le vote alternatif, chacun classe tous les candidats. Et ensuite, pour les départager, on leur file des points, comme à l'Eurovision, par exemple 1 point au dernier, 2 points à l'avant-dernier, 3 points à l'avant-avant-dernier, etc. Et N points au premier s'il y a N candidats. Et celui qui a le plus de points gagne. Si on applique ce mode de scrutin à notre situation avec François, Nicolas et Ségolène, on se retrouverait avec 190 points pour Nicolas et Ségolène, et 220 points pour François, qui serait donc élu. On va le faire. On va reproduire la situation. Alors, on va remplacer Bayrou par Macron et Ségo par Mélenchon parce que, quoique, on peut aller les chercher. Allez, hop, François Bayrou, on y va. On va prendre une grimace parce qu'on a dit que tout le monde avait le droit à une grimace ce soir. Oh, Nadine Morano, elle est excellente. Dommage que... Elle est excellente celle-là, dommage que... Bon, mais il a pas... Vous voyez, c'est pas facile de trouver une grimace de François Bayrou. Bon, là... Oh, là, il a l'air un peu halluciné. Ah non, je pense qu'il était fatigué. Non, mais on va bien trouver un truc. Allez, on va essayer de le trouver en train de bâiller. Non. Ah ben voilà, là. Bon, il se refait pas il se refait pas le pif, mais bon, il est tout de suite beaucoup moins élégant. Donc on y va. Bayrou, c'est parti. Et on a dit Ségolène Royal. Une grimace. Il doit bien en avoir une ou deux, Ségolène. Elle est de gauche, donc elle fait des conneries. C'est le mec qui s'auto-taunte, quoi. Alors, c'est parti. Non, celle-ci est géniale. Celle-ci est géniale. Allez, on y va. Ségolène, c'est parti.
Hop, comme ça on m'accusera pas de favoriser des candidats au détriment d'autres candidats. Hein. Hop, donc on a dit Sarkozy, Hollande, JPEG, on s'en fout. C'est Bayrou. Ah, Bayrou, elle a pas été download l'image. Pourquoi? Bayrou, grimace, allez, on y retourne. Hein. Il est super dur à trouver. Bon, vas-y, on va prendre. Je sais plus laquelle on avait pris. Vas-y, on va prendre. Mais attends, Bayrou, je l'avais pas déjà, lui. Il n'était pas candidat, non? Non, il n'était pas candidat en 2022. Bon, bah, on n'a qu'à prendre celle-là. Voilà, parce que zut. Et que zut. Hop! Donc, Bayrou, 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 Bayrou. Bayrou. Je veux bien mon image, en fait. Pourquoi elle n'est pas enregistrée? Bayrou. Mais il ne veut pas s'enregistrer, Bayrou, en fait. Bayrou.jpeg. Bayrou.jpeg. Merci de... Ah, il refuse vraiment. Donc, cette image-là, je ne peux pas l'avoir. Accepter, filmer, enregistrer image sous. Bayrou.jpeg tout court. Mais on peut pas enregistrer cet homme. Un complot? François Bayrou serait-il le plus... Serait-il intauntable? On y va. On va l'appeler Beru. Parce que pourquoi pas. Voilà, Beru, c'est très bien. Hop, là on va le renommer Bayrou. Le petit François Bayrou complètement intauntable. On peut point le taunter. Et on peut point le mimer non plus. Alors, voyons voir. On a dit c'était 300. Ouais, vas-y, convertir, on s'en fout de toute façon. Le but du jeu, c'est avant tout... Alors, elle fait quelle taille, notre amie Ségolène? Elle fait quelle taille? On a dit taille du canvas, donc 310. Hop, hop. 301, 210. Parce que c'était ça le... Ok, et du coup... Ouais, non, elle sera trop grande. On va la redimensionner un coup. Taille. On n'a qu'à mettre 400. Voilà, mise à l'échelle. Taille du canvas. Hop. Et on a dit 210. Voilà. Voilà, parfait. Redimensionné. Et ben on va enregistrer, exporter sous donc ségolène.png. Et on a dit que notre ami Bayrou, on va lui réserver le même sort. Parce que pourquoi pas. C'est génial parce que le deuxième est toujours bien. En fait. Hop. Exporter sous bayrou.png. Voilà. Parfait. Abandonner. Bim, bim, bim. On va donc les rajouter aux sprites qui sont là. Et du coup, maintenant, on va pouvoir les avoir. Donc, on a dit que dans notre quête des gens, donc on a dit Sarko, Bayrou, Sego. Donc, Bayrou, Sego. Donc, Sarko, donc François Bayrou. Donc, François Bayrou. Et on a dit Ségolène. Ségolène Royale. Ségolène Royale. Donc on a dit Ségolène et Bayrou. Donc voilà, on a dit 40% des gens, Sarko, Bayrou, Sego. Donc Sarko, Bayrou, et enfin Ségolène. 40%. Ensuite, on a dit Sego, Bayrou, ok. Sego, Bayrou, 40%. Ensuite, on a dit Bayrou, donc 10% ici. 10% des voix. Donc Bayrou, c'est le numéro 1. Et on a dit donc les centres droits. Donc, ok, donc Sarko
et Sego. Et enfin, on a dit les centres-gauche. Donc ici, on inverse. Hop. Et on vire ceux qui sont là. Et on a dit que on avait donc du vote. C'était le vote Au dernier, 2 points à l'avant-dernier, 3. du marquis de Borda. D'accord. Donc ici, on a bien les bonnes notes, qui correspondent donc au classement. Borda, c'est BRD, parce que je l'ai codé. Hop. Alors, on n'aura pas exactement les mêmes points. 3 points à l'avant-dernier. On n'aura pas exactement les mêmes points François, aussi, parce que j'ai pas autant de votes, ni le même système de classement, j'ai pas 5 personnes. Et en soi, normalement, on devrait atterrir sur le même truc. Donc, Bayrou, Sarko, donc ici, hop. Ah si, on a les mêmes, ah si, 190, 190, 220. Donc ici, par contre, je ne retire qu'une personne à la fois, moi, dans ma méthode, alors que normalement, dans la méthode de Borda, on va chercher celui qui est le mieux classé, mais en vérité, boum. Donc ici, c'est bien Bayrou qui est président. Moi, je pensais qu'il avait fait sur une échelle de 5 les notes. C'est pour ça qu'il avait un truc aussi élevé, mais non, finalement, on a quand même des points. On a quand même pas mal de points. Parfait. Donc du coup, ici, on a notre méthode de Borda. Alors, notre méthode de Borda qui indique que Bayrou, donc, est le président de la République. Si on reprend notre scrutin uninominal à 2 tours, cette fois, bah forcément, c'est Sarko et Sego qui l'emportent. Parce qu'ils ont plus de gens, en fait, qui les plébiscitent en première position. Et finalement, boum. En vérité, là, c'est juste que moi, je l'ai mal codé. Mais là, si vous regardez bien, c'est 50 et 50. Donc en vérité, là, ça tient juste au fait que Ségolène a été décrite en 3e dans la liste. Donc en vérité, les deux n'arrivent pas à se départager ici. Si on prenait le vote alternatif non plus, ça ne changerait pas grand-chose, malheureusement, parce qu'en fait, on n'a pas une stricte équivalence, mais en gros, ça retomberait au même problème. Donc du coup, on se retrouverait avec les mêmes travers. Impossible de départager Ségolène et Sego ici, Ségolène et Sarko ici. Donc, ici, notre méthode de Borda, elle nous indique pas en fait le choix qui aurait été le premier choix pour une grosse partie des Françaises et des Français, mais il nous indique finalement peut-être le moins mauvais choix plébiscité par tous ceux qui ont voté. Parce que finalement, si on regarde bien, François Bayrou récolte davantage d'adhésions que l'ensemble des deux autres si on prend le total des votants. Et c'est là où on voit que la méthode de Borda, finalement, elle peut favoriser également les personnalités, c'est méchant, les prises de position modérées. Parce que finalement, quand vous êtes du centre modéré, entre guillemets, que vous vous situez ni trop à droite ni trop à gauche, vous serez toujours vu comme un moindre mal par rapport aux autres qui sont plus ancrés vers une certaine radicalité. Alors ça, dans la vraie vie, ça tient à se modérer, hein, bien entendu, hein, parce que là, c'est un cas particulier. Par exemple, on dit qu'il y a des points communs entre les électeurs d'extrême droite et les électeurs d'extrême gauche. Bon. Il peut y en avoir quelques-uns, en effet, notamment sur la question sociale, mais est-ce que ça suffit? Probablement pas. Probablement pas. Je ne doute pas une seconde qu'un François Bayrou soit vu comme un moindre mal par rapport à Jean-Luc Mélenchon du point de vue d'un électeur de Marine Le Pen, et vice-versa d'ailleurs. Donc finalement, la méthode de Borda, ici, elle aurait finalement comme vertu, entre guillemets, de favoriser les gens qui sont pas forcément le plus rassembleur en termes de conviction pure et dure, mais les gens qui sont le moins repoussants. Voilà. Donc la méthode de Borda, finalement, elle favorise ça. Les gens qui sont les moins repoussants. De tout poil. En gros, ça favorise la Suisse, hein, ça favorise les neutres. Hein, voilà. Donc voilà. On va poursuivre la vidéo. N'hésitez pas à intervenir dans le chat hein, si vous avez des questions ou autres.
Et si vous voulez qu'on discute de 2-3 choses, mais on va poursuivre. Élu. Ce mode de scrutin, il est par exemple utilisé dans certains prix sportifs et aussi pour certaines élections à l'Académie des sciences. Alors il paraît parfait, non? Eh ben non, pas vraiment. Bon, déjà, il dépend de la manière dont on choisit de distribuer les points. Et puis, comme dans le scrutin majoritaire classique, les petits candidats peuvent avoir une influence décisive sur le résultat final. Donc non, il n'est pas vraiment idéal. Bon, tout ça est un peu décourageant, hein. On a regardé plusieurs systèmes électoraux et aucun ne semble parfaitement satisfaisant. Mais bon, au moins on sait déjà préciser un peu ce qu'on cherche, hein. On voudrait un système de vote qui satisfasse au moins 2 conditions. La première, c'est que quand on progresse dans l'opinion, on ne peut que progresser à la fin. Et on a vu qu'avec le scrutin majoritaire classique, c'est pas le cas. La deuxième, c'est qu'on voudrait que le résultat final ne soit pas dépendant de l'ajout ou du retrait d'un candidat mineur qui n'a aucune chance d'aller au bout, comme au 100 mètres quoi. Cette question, elle a été étudiée scientifiquement par un économiste américain qui s'appelle Kenneth Arrow. Et Arrow a démontré un résultat qui porte le nom de théorème d'impossibilité. Et en gros, ce théorème dit qu'il n'existe aucun système électoral qui puisse satisfaire ces 2 conditions. Ben voilà, game over, hein. Le système électoral parfait n'existe pas. C'est quand même un peu déprimant, non? Le théorème d'impossibilité nous dit que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais élire correctement les gens qui nous dirigent. Sauf que le théorème d'Arrow ne porte que sur les systèmes de vote où on exprime nos préférences en classant les candidats. Mais en fait, on peut y échapper en utilisant un système de vote où on ne classe pas les candidats, mais où on les juge individuellement. Il y a un système électoral très simple qui permet de faire ça, c'est le vote par approbation. Alors dans ce système, on peut voter pour autant de candidats qu'on veut. Alors on peut évidemment pas voter plusieurs fois pour le même, mais on peut choisir de donner sa voix à tous les candidats qu'on approuve. À l'issue de ce scrutin, on a le pourcentage d'approbation de chaque candidat, c'est-à-dire la fraction de l'électorat qui a choisi de l'approuver. Et ce mode de scrutin, il est totalement insensible au jeu des petites candidatures. S'il y a plusieurs candidats qui vous plaisent, eh ben vous votez pour tout cela, il n'y a pas besoin de faire du vote utile. Un des gros avantages de ce système, c'est qu'il serait extrêmement simple à mettre en place et à dépouiller avec le fonctionnement actuel. Il suffit juste de dire qu'on a le droit de mettre plusieurs bulletins dans l'enveloppe. Un seul tour de scrutin et basta. Le problème de ce système, c'est qu'il n'y a pas de gradation dans l'approbation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nuancer entre un candidat que vous appréciez vraiment et un candidat que vous toléreriez faute de mieux. Pour aller plus loin, il faudrait être capable de juger les candidats sur une échelle. Ça n'a rien de révolutionnaire comme proposition, hein. C'est ce qu'on fait quand on a besoin de classer des élèves, des films ou bien des gymnastes. Alors pourquoi pas des hommes politiques? On pourrait tout simplement imaginer leur mettre à tous une note entre 0 et 20. Bon, un problème, c'est qu'il faudrait trouver une échelle commune, hein, parce que 15 sur 20, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour vous et pour moi. L'autre problème, c'est qu'on pourrait aussi peser sur le vote en exagérant ses notes, hein. Par exemple, votre candidat préféré, vous lui mettez 20 et vous mettez 0 à tous les autres, même si dans le fond, c'est pas ce que vous pensez. Ouais, bon, au final, élire le président ou la présidente en mettant des notes entre 0 et 20 à tous les candidats, c'est peut-être pas une super idée. Pour éviter ces travers, il y a 2 chercheurs français, Rida Laraki et Michel Balinski, qui ont proposé une méthode de vote qui permet d'éviter tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui. On l'appelle la méthode du jugement majoritaire. Cette méthode est extrêmement simple à mettre en œuvre. Au lieu de mettre des notes aux candidats, on leur attribue une mention, un peu comme au bac, sur une échelle qui en compte 7. Excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter. Le bulletin de vote ressemble à ça, hein. Pour présider la France, ayant pris tous les éléments en considération, je juge en conscience que ces candidats seraient... Et pour chaque candidat, vous cochez une mention. Alors comment on dépouille ça ensuite? Eh bien pour chaque candidat, vous obtenez un pourcentage pour chacune des mentions. On va prendre un exemple fictif. Imaginons un candidat auquel 9% des gens auraient attribué la mention « excellent », très bien 14%, bien 16%, assez bien 15%, passable 18%, insuffisant 15%, à rejeter 13%. On représente... C'est en effet ce qui a été fait durant la primaire populaire, en effet, c'est le système de vote qui a été choisi. Ça a été d'ailleurs critiqué parce que c'était pas forcément simple à mettre en place, pas tant pour ceux qui ont voté que pour ceux qui ont dépouillé. Parce que là, ici, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ici, on le fait, on peut le coder, etc. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le dépouillement en France, il se fait traditionnellement à la main, avec des assesseurs. Et on est très peu à avoir confiance dans le vote électronique. Donc ça veut dire que les gens qui dépouillent, qui ont dépouillé la primaire populaire, en fait, ont dû normalement, je suppose quand même qu'ils se sont fait aider, ils ont dû compter les mentions et ensuite ils ont fait les calculs, ils ont lancé une moulinette pour faire des calculs, je suppose, sinon c'est vraiment des braves. Mais il faut ensuite aller chercher les pourcentages pour chaque candidat
de chacune des mentions, et ensuite les comparer. Je vous laisse regarder la suite, vous allez voir. Mais en soi, si on le met full électronique, ça passe crème, et c'est probablement l'un des meilleurs systèmes de scrutin qui existent, si ce n'est le meilleur. Ça graphiquement comme ça. Alors comment on interprète ça? Vous voyez que 9% de l'électorat accorderait la mention excellent à ce candidat. Mais 23%, c'est-à-dire 9 plus 14, lui accorderait au minimum très bien, c'est-à-dire soit très bien, soit excellent. Et 39% accorderait au minimum bien. Et de même, 54% de l'électorat lui accorderait au minimum assez bien. La mention assez bien, c'est ce qu'on appelle la mention majoritaire de ce candidat. C'est la mention que plus de la moitié de l'opinion, ici 54%, serait prêt à lui attribuer. Pour trouver rapidement la mention majoritaire d'un candidat, c'est très simple. Vous représentez les pourcentages de toutes ces mentions de cette manière, et vous tirez un trait à 50%. La mention sur laquelle vous tombez est sa mention majoritaire. Du coup, pour départager tous les candidats, on regarde pour chacun quelle est sa mention majoritaire, celle qui est approuvée par au moins 50% de l'opinion, et celui avec la meilleure mention majoritaire gagne. Et en cas d'égalité, on peut départager avec les pourcentages. Et voilà ce qu'on appelle la méthode du jugement majoritaire, et on pourrait très bien utiliser cette méthode de scrutin pour élire le président ou la présidente de la République. Alors qu'est-ce qui fait que cette méthode est si bonne? Bon, déjà, chaque candidat est jugé individuellement sur son mérite personnel, indépendamment des autres. Et donc, on n'a pas le problème des petites candidatures qui vont influencer l'issue du scrutin. Ici, s'il y a plus de petites candidatures, ça ne va pas changer la mention majoritaire qu'un candidat va recevoir. Du coup, avec la méthode du jugement majoritaire, il n'y a pas de notion de vote utile, vous avez juste à exprimer sincèrement votre opinion sur chacun des candidats. L'autre avantage de ce système, c'est qu'il échappe au paradoxe d'Arrow, c'est-à-dire qu'un candidat qui progresse dans l'opinion ne peut pas régresser dans le classement final. En plus, avec ce système du jugement majoritaire, on n'a aucun intérêt à voter stratégique, c'est-à-dire à exagérer son vote pour essayer d'aider son candidat. Si votre candidat il a obtenu une mention majoritaire assez bien, que vous ayez voté bien, très bien ou excellent, ça change rien, donc vous n'avez pas à exagérer votre vote. Vous avez juste à voter sincèrement selon vos convictions personnelles. Autre avantage de ce système, si tous les candidats obtiennent comme mention majoritaire soit insuffisant, soit à rejeter, on peut décider d'organiser de nouvelles élections en exigeant de nouveaux candidats et en interdisant à ceux-là de se représenter. Vous voyez qu'une nouvelle méthode de vote comme celle du jugement majoritaire permettrait de choisir ceux qui nous dirigent de manière moins aléatoire et plus représentative, et peut-être de réconcilier le peuple avec ses élites politiques. Si vous aussi vous pensez qu'on peut choisir un meilleur système de scrutin pour élire le président, n'hésitez pas à partager cette vidéo, notamment pour faire connaître la méthode du jugement majoritaire. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un petit billet de blog pour apporter quelques compléments, et vous pouvez aussi aller voir cette vidéo de la chaîne La Statistique expliquée à mon chat, qui montre de manière assez remarquable comment, avec les mêmes chiffres, suivant le système de vote qu'on utilise, on peut obtenir un résultat différent. Bien sûr, comme toujours, si vous aimez la science, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Vous pouvez suivre mes actualités sur Facebook, sur Twitter, et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Merci à tous, à bientôt. La meilleure chaîne de tout YouTube, c'est la sienne, c'est celle-là. La meilleure chaîne YouTube du monde. Alors j'ai pas recodé le jugement majoritaire, désolé, j'ai pas eu le temps. Je le ferai peut-être plus tard. Et sinon, si ça vous intéresse, faites-le et puis proposez une pull request si ça vous éclate. Mais en soi, voilà. Le but du jeu, c'était de s'amuser. Donc là, ici, vous voyez, François Bayrou, donc on l'a là. Alors, vous avez la possibilité de jouer avec plein de choses. Vous voyez, là, du coup, on a 14 candidats. Si on veut, on s'amuse à... Ah, ici, vous voyez, c'est bon. Ah, du coup, ici, alors, attendez. Du coup, bon, je vais recomiter. Mais du coup, ici, hop, on va le mettre à 2048. Voilà. Pour être sûr et certain d'avoir une seule. Parce que je charge qu'une seule texture ici, je les ai pas toutes chargées. Je charge que Atlas 0 ici. Je devrais charger l'autre, mais ça me faisait faire une boucle en plus et j'avais la pleine. Voilà. Donc ici, boum, on a... Voilà, donc là, ici, ils sont tous là. Ça, je peux le dégager. Boum, c'est parti. Je vais donc committer ça. Et puis... soit on regarde un petit peu la vidéo de Monsieur Phi qui parle de ça, justement, et qui parle, justement, du problème du jugement majoritaire, qu'est-ce qu'il pose comme souci dans la vraie vie, etc. Ou alors, et il propose du coup une alternative qui a été évoquée, d'ailleurs, dans la vidéo sans étonnante qui a été évoquée. Soit on joue un petit peu à Portal, ou on fait autre chose, ou alors, on retourne chez Mémé, et puis voilà. Ou alors, ce que l'on fait, c'est qu'on dit au revoir à YouTube tout de suite, et puis ensuite, on se fait autre chose. N'hésitez pas à me proposer quelque chose, n'hésitez pas à choisir
Faites-moi plaisir, choisissez dans le chat ce que vous voulez qu'on fasse. Même proposez-moi un truc, n'importe quoi, et puis on voit si on peut le faire. Le temps que je commit ça. Donc, git update, update branche. Parce que j'ai la flemme d'avoir un bon truc. Le git update, n'importe quoi, ça n'existe pas. Git commit. La chaleur, il fait terriblement chaud. Il fait turbo chaud chez moi. Je sais pas pour vous, mais ici, la chaleur est présente, on va dire. Voilà, voilà. Moi, petit let's play portage, je suis pas contre. Bah vas-y, go, hein, c'est parti. Hein. On y va. Donc voilà, je vous ai commité pour finir sur le truc. Je vous ai donc tout commité donc sur la branche voting methods. Donc vous avez 4 méthodes de vote qui sont déjà codées. Si vous voulez vous amuser à coder la mention, la méthode de vote jugement majoritaire, elle n'est pas très difficile à coder, hein, je l'avais déjà fait une fois, mais là je ne l'ai pas retrouvée, donc du coup il faudra que je la recode et que je la publie. Et puis bah, sinon, on trouvera bien autre chose à faire, une autre méthode de vote, où on se refera un stream dessus, et puis voilà. Du coup. On va switcher rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir à YouTube tout de suite.